soir, c'est une révélation. Radio-Québec, un élément majeur de la souveraineté culturelle. T'as pas tout vu? Je veux que ça soit très clair, on ne sera pas allé. Pas lâcher le satellite! Je voudrais savoir, les coups. Ça se peut. La semaine prochaine, École Bref. Pour les heures. Les 35 ans de Télé-Québec. Du sexe à Gérard Delaflaque, de l'audace, toujours de l'audace. Toutes les télévisions à 6h29. Oui. Ah oui, oui, tout Gérard partout. Sujet très à la mode. La biotechnologie, ou comment ne pas être gêné, de jouer avec les gènes de la génétique. Et un simple brisure dans la gène et tout est chambardé. Mais ça y est, vous avez vu? Je suis cloné. Disons que c'était pas nécessairement la bonne façon de faire la promotion d'une station, mais c'était drôle, ça marchait. Je ne veux évidemment rien vous imposer. Après tout, je ne suis là que pour suggérer. Mais regardez-moi bien dans les yeux. Fixez mes yeux. Petit don. Et voici ce que vous devrez faire de votre soirée. Pour faire de la bonne caricature, pour faire du bon cartoon, il faut qu'il y ait une part de vérité, de choses très simples de base. Gérard exprimait exactement ce que les gens qui regardaient l'émission vivent dans leur vie, de la peur, de l'angoisse, de la fierté, être content. Il essayait pas d'être fin finaux, il donnait un personnage prétentieux, mais dans le fond, c'était un être faible, comme nous tous, avec ses petits problèmes, ses peurs, son amour, sa femme. Yellow! Ouais, c'est moi. Georgette! Justement, je pense à toi, mon mieux. Menteur! Non, mais... Je te connais comme si je t'avais tricoté avec des aiguilles numéro 17. Hein? C'est la flaque qui donnait des cours de finance au pape parce qu'il disait quand tu découches, ça, c'est pas déductible d'impôt. Ça regarde pas bien partout. Je sais. Tu vois, je peux te déduire le bureau, le téléphone, le balcon, ça, c'est chez vous. Ah? Mais dès que tu découches, t'es ailleurs, là. Tu sais, le Gérard, gouvernement, il faut jouer straight, tu sais. Gérard, pas de morale, OK, s'il vous écoute, plaît. écoute. Puis à la fin, le pape disait t'embrasseras Georgette pour moi et la flaque répondait t'embrasseras ta bague. Dans le souvenir des gens, il y a plusieurs personnes, je sais, j'en entends encore parler, c'est resté dans l'esprit populaire, il était vulgaire. Gérard n'était pas vulgaire du tout. Gérard n'a jamais utilisé du sacré, n'a jamais parlé de vulgarité. Mais son langage, c'était un gars qui était très honnête. Hein. Il représentait un peu la moyenne des gens qui ne sont pas supposés être à la télévision. Le sexe! Mais ils sont complètement tenus. J'en ai visionné une bonne trentaine d'heures. Vraiment cœur! Agréable à regarder, quand même. On présentait les textes, nous, à la direction, parce qu'ils voulaient, bien sûr, qu'on ne dise pas de choses pas correctes. Alors, je vous donne un exemple. Si Gérard dit dans son texte « Ce soir opéra », puis là, il y avait quelques gags, il avait transformé le nom, il appelait ça « Idiotiméné », puis et avec tel comédien, puis... Là, t'arrives, le gars approuve le texte, parfait, puis là, Gérard est en onde, puis il haït l'opéra. Billet gratis. Y'a pas grand monde qui a eu des billets gratis ce soir, hein? Puis n'oublions pas que cette promotion d'une minute et quart avait une cote d'écoute plus grosse que plusieurs shows de la station. C'était une des grosses cotes d'écoute. Allons me rejoindre, faire une tentative de vol. L'individu va tenter de réaliser son rêve qui est de voler chez Eaton. Il se lance. Il faut se souvenir qu'on a fait une saison. C'est tout. Ça a duré le temps d'une saison, le temps d'une rose. Puis après ça, c'est tout. C'est fini. Voler, c'est piqué du nez. Ça a fait son impact. Quand je parle de Gérard, on se souvient de quoi? La minute et quart. Gérard. Débile, grotesque, répugnant. Un fond de poubelle, un rebut, l'insignifiance incarnée, le mauvais goût personnifié. C'est un gros épais, on l'aime, il nous ressemble. Mais qui pouvait bien susciter ces commentaires pour le moins passionnés? Eh bien, ce n'était ni un animateur, ni un chroniqueur vedette, mais c'était en fait tout simplement une marionnette. Une marionnette qui avait nom Gérard Delaflaque et qui, après un passage pour le moins remarqué à l'émission culturelle 9,5 à l'automne de 1980, où il commentait la télévision, se verra accorder à l'automne de 1982 une minute d'antenne en début de soirée à Radio-Québec
une minute d'antenne au cours de laquelle Gérard Laflaque commentait la programmation. Cette minute sera portée à 1 minute et quart au mois de novembre et à un nombre indéterminé et variable de minutes les vendredis en fin de soirée. Création du caricaturiste Serge Chapelot en collaboration avec Michel Mongeau pour la manipulation et les textes et réalisée par Michel Poulette qui s'illustrera plus tard avec Rock et Belles Oreilles, les minutes de Gérard Laflaque auront un impact considérable. Un impact positif, mais un impact négatif également, car le vert langage du personnage n'était pas au goût de tout le monde au sein d'un organisme aussi hautement éducatif que l'était Radio-Québec. Et c'est ce qui va provoquer la décision que va prendre la direction de Radio-Québec de vouloir encadrer un peu plus les créateurs de Gérard Laflaque. Une décision qui va provoquer leur départ après 1 an d'antenne seulement et une histoire qui nous prouve qu'il n'est jamais facile d'être audacieux. Surtout quand on est juste un petit peu trop en avance sur la société qui nous entoure. Car l'ironie de l'histoire, bien sûr, c'est que de nos jours, Gérard Laflaque ne choquerait plus personne. Je veux rester caricaturiste, mais passer à 3 dimensions, c'est-à-dire commencer à jouer avec, les faire bouger, rire avec eux autres, faire des textes, composer des affaires, faire avancer ça. C'est le gars qui faisait des dessins en perspective, ça. Une grosse tête, là. J'ai été caricaturiste de 1971 à 1973 à perspective, puis je me suis mis à la sculpture, j'ai dit, tiens, on va faire des marionnettes, ça va être des caricatures vivantes. Alors, bien sûr, tu sculptes, c'était ma première sculpture, tu améliores, tu transformes, tu sculptes, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es en train de faire ta propre binette. Je commence à y ressembler, d'ailleurs. Bon, on cherchait un personnage, ou en tout cas un animateur original pour faire l'émission de 9,5. Puis 9,5, c'était 36 émissions, 36 pilotes. Il fallait que chaque émission soit différente. Alors, c'est comme ça qu'on a rencontré Serge. Et c'est devenu, donc, le personnage central de la première émission de 9,5. Ah ouais, Massa Radio-Québec, s'il vous plaît. Parfait. Si tu me promets de te faire ma trappe, je vais le remettre à Radio-Québec, OK? Bien, Gérard, c'est un Gérard dans ce temps-là. Écoute, on parle déjà, ça fait 20 ans. Le projet, pour moi, ça fait 25 ans qu'on travaille là-dessus. Gérard, c'était un nom classique du Pepsi moyen québécois. Laflaque, c'est un nom qu'on traîne dans ma famille depuis... Quand on appelle quelqu'un Laflaque, c'est que ça va mal. La flaque d'eau, la flaque de boue. Et le D, ben, c'est pas d'énerver le monde. Autant qu'à regarder les burgers, j'aime autant regarder Radio-Québec. Malheureusement, à cause du mandat qui nous disait qu'on ne devait pas réutiliser les mêmes éléments, on n'a jamais pu réutiliser cette année-là Laflaque. C'était une grande série des émissions d'1 heure qui traitaient soit de sculpture, soit de musique contemporaine, soit de peinture. On a couvert le Québec et si tu regardes les gens qu'on a couverts cette année-là, 20 ans après, c'est tous les têtes d'affiche partout. Tu sais, ça va de La 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 Human Step, le Cirque du Soleil, Robert Racine qui fait le dictionnaire québécois de la langue française en 3 dimensions. On a couvert tous ces gens-là. Je réalise une maquette de ce que va être un projet futur, c'est-à-dire un immense terrain sur lequel je vais planter en fait près de 60 000 mots. Chapelot s'installe devant moi, il ouvre sa valise, sort Gérard D. Je lui ai demandé 1 minute. Je suis allé dans le bureau de mon patron qui s'appelait Claude Desorcy. J'ai dit, téléservice, ça lève pas très fort. Passe partout à 225 000 téléspectateurs. Je voudrais avoir le temps d'antenne entre les 2 émissions. On va créer un pont. Il dit, t'as 1 minute. Bonsoir, ici Gérard Laflaque. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas encore tout à fait moi-même en expert des programmes sans mon décor et mes accessoires. On me dit, mais vous n'avez pas de décor. Je dis, ben oui, on a un décor. T'sais, on va prendre un garde-robe, ça va être dans un garde-robe, il va y avoir des boîtes avec Télé-Québec écrit en arrière, puis un échafaud. Bon, correct les gars, faites pas le tour. Passez ça dans l'écran direct. Bon. Et j'avais donné comme mandat à Gérard D, à Chapelot, je vous donne une seule contrainte. Vous parlez contre les animateurs de Télé-Québec, vous parlez contre Claire Lamarche, vous parlez contre Pierre Nadeau, vous parlez contre tout le monde. Alors, il est devenu le jaloux national de la télévision de Télé-Québec, et c'est ce qui a fait notre succès pour pouvoir se payer notre tête un peu. Comment devient-on une personnalité de la télévision? Un peu comme moi, quoi. Bon, eh bien, c'est très simple, tout le monde. D'abord, être propre de son corps, bonne tenue et bien rasé. Prouvons notre point vers l'absurde, tiens. Vous connaissez Nadeau. Bien rasé, bien mis, ils sont bons. Ça, c'est un homme, et ça, c'est un bon animateur. Bon, on en prend un autre au hasard, tiens, comme Claire Lamarche, tiens.
Toujours bien mise, propre et bien rasée. Je sais, vous allez me trouver un petit peu sexiste, mais après tout, on est tous là pour rire ensemble. Maintenant, je vais vous parler d'un mauvais animateur. Y en a-tu des épais? Hein? Les opinions émises au cours de cette émission ridicule n'engagent en rien la responsabilité de la station que vous écoutez maintenant. Et quand vous le verrez à l'écran, là, vous m'en direz des nouvelles. Il y a eu la rivalité, la flaque, Pierre Nadeau. S'il n'y a pas d'accident d'auto grave ou en ski ou plus simplement un accident par bombe, c'est celui qui est dans la TV à tous les soirs de la semaine à 7 heures. Et là, tu voyais, moi, la flaque qui préparait une bombe, puis qui appelait Nadeau, puis qui disait à Nadeau, ton char, c'est le char bleu dans le cours en arrière. Mais en tout cas, tu sais. Puis naturellement, la bombe explosait. Un instant, s'il vous plaît. Yellow. Ce qui était fabuleux, c'est que Radio-Québec est une chaîne qui transportait beaucoup de matériel différent, des documentaires, des films, des émissions sérieuses, des émissions plates, encore d'ailleurs. et Gérard faisait la promotion de ça, donc ça lui donnait des sujets en or. Paulo, on a-tu reçu la somme entendue pour parler du bas du fleuve, là? Oui, c'est correct. Bon, c'est merveilleux, le bas du fleuve, le détachement. Presque pas de budget. C'est incroyable, presque pas de boss, et ça marche quand même. Mais là, ça a été très dur, parce qu'en une minute, on s'est rendu compte qu'on était un peu serré dans le temps. Ça passait très, très vite, parce on s'amusait, là. On avait vraiment beaucoup de plaisir. On a négocié, ça a été ardu, puis on a gagné quelques secondes de plus. Non, je sais, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, mais... Non, c'est en masse. En masse, merci. Non, 1 minute et quart, c'est parfait. Non, regarde, merci. Un licheux de la pire espèce. Une marionnette, ça permet tout. Tu peux dire n'importe quoi, tu peux t'amuser vraiment. Puis techniquement, on s'est amusé, t'es pas obligé de jouer sur une technologie très forte. On faisait du chroma qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on amenait le personnage par-dessus une autre image. On a pu, avec Gérard, s'amuser. On l'a emmené à l'Assemblée nationale. 7-Up, Chip, Pepsi, Gérard? 7-Up, vidéo, Coke, Pepsi, 7-Up. Quand Gérard était triste avec Georgette, à un moment donné, tu finissais par en rire, mais il y avait des moments, là, où tu étais triste pour lui. Là. Faut que je vive ma vie de femme, Gérard. Adieu. Il n'y a plus de pain, là. Il n'y a plus de pain tranché, ma grosse motte. Bah, une grosse de perdue. Une dizaine de petites de retrouvées. Ça me fait rien du tout. Ouais, c'est un homme. Sans faire avec ses sentiments de fille. Mais Georgette... Premièrement, on a lentement commencé à faire entrer au téléphone, puis après ça, on les voyait en split screen. En split screen. Sais-tu seulement ce que c'est? Donner. Ah oui, Pas pour recevoir. Ah oui, mais... Donner de l'amour. Ben oui, puis la vaisselle, c'est pas donner, ça! Michel Mongeau faisait les mains. Et des voix, mais il faisait les mains. Alors, tu sais, t'essaieras de parler puis d'envoyer tes mains dans l'autre sens, c'est pas évident, mais c'était possible avec la flash. Le plus beau personnage que Gérard a lui-même sorti, c'est Thibaut. Si on faisait tirer tes petits yeux à toi, hein? On a de l'eau ici. OK, oui, on l'a. Bon. Thibaut! Mais, Thibaut, t'es pas pour me faire ça! Thibaut! T'es mon ami! Oh, Thibaut est pas... Poisson d'avril! Et Thibaut est devenu la vedette. Ouais. Je veux connaître le monde. Je veux voir autour de moi tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, et surtout tout ce qui m'arrive. Entendre parler des millions d'images, les voir pour voir Radio-Québec, Radio-Québec. Ben, t'es cute. C'est parce que le gars qui est en dessous du comptoir avait une affection particulière sur les Véronique Béliveau. ça passe très bien à travers une main. Bonjour. C'était mon admirateur. Ah oui? Je savais pas ça. Une amie bien personnelle à moi, Véronique Bilodeau. Béliveau. Pardon? Béliveau. Béliveau, oui, c'est bien ça, nous interprétera son succès international. Venez voir pour voir, je suis quelque chose à regarder. Gérard, écoute, je suis désolée de l'avoir jamais su. Et puis, si jamais on se rencontre, je te promets de te faire une grosse bise, OK? Sur cette planète, il y a Véronique, et ne manquez pas ça, les gars. D'ailleurs, la voici à l'instant. Bonne soirée. L'autre télévision, l'autre télévision. On a engagé Véronique Béliveau, qui était une très jolie fille,
Il l'a encore, d'ailleurs, et je me suis un peu fait emmerder par les gens autour de moi qui trouvaient qu'on avait pris une jolie fille pour une jolie fille. Yves Lapierre, qui avait composé la chanson, faisait des miracles avec à chaque année. C'est que je savais jamais quelle sorte d'arrangement il allait faire d'une fois à l'autre. Et je pense que l'arrangement le plus célèbre, celui dont les gens se souviendront le plus, c'est le Boléro de Ravel. Véronique me disait qu'elle faisait un spectacle à travers le Québec et les gens lui demandaient dans la salle de chanter le Boléro de Ravel de Radio-Québec. Ça a donné une chanson qui a ajouté à l'émotion que nous pouvions être à l'époque. Revoir pour revoir, Radio-Québec, Radio-Québec, l'autre télévision. Les vidéoclips, c'est quelque chose que tu voyais quand tu allais à New York puis que tu regardais après ça à la télé américaine. Il y avait une émission à minuit le vendredi soir. On s'est amusé. D'ailleurs, c'était à peu près les premiers vidéoclips de l'époque. Avant ça, il n'y avait pas beaucoup de vidéoclips. Je pense qu'on a été les premiers à faire ce genre de choses-là. Je veux rencontrer le monde, je veux vivre avec lui, les gens d'ici, les gens d'ailleurs. Là, les gens m'arrêtaient sur la rue puis ils me disaient « Mon Dieu, vous avez tous les talents, vous savez patiner. » Mais c'était pas moi qui patinais. J'étais obligée de leur dire que c'était pas moi qui patinais. Je veux fêter avec lui tant de chansons. J'étais très, très fière de faire partie de ça. Parce que les gens dans la rue m'arrêtaient pour me dire « Oh, c'est tellement beau, les autopromos. » Et comme ça ouvrait les émissions à 6 heures, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'émission dans le jour pour Radio-Québec, et que ça les terminait vers 11h30 à peu près, j'avais un public d'enfants. Et les enfants pensaient que je faisait partie de Passe-Partout. Ça, c'était vraiment génial. Puis, à la fin de la soirée, comme je revenais tous les soirs, les gens m'arrêtaient puis me disaient « On attend pour aller se coucher parce qu'on aime ça écouter l'autopromo avant d'aller se coucher. » Ça me faisait vraiment plaisir. L'autre télévision. C'est le début d'un temps nouveau. La Terre est à l'année zéro. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Vous vous rappelez peut-être de cette chanson que chantait René Claude au début des années 70 et qui résume pour moi très bien l'esprit de cette époque. En ces temps, en fait, où la pilule venait de libérer la sexualité, tout le monde voulait, en effet, envoyer promener tabous et interdits, pratiquer l'amour libre, jouir enfin sans entrave et sans contrainte. Mais on ne se débarrasse pas de centaines d'années de silence, de cachette et de répression sexuelle comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, toujours fidèle à son mandat éducatif, Radio-Québec voudra mettre à l'antenne des émissions qui auront pour mission de renseigner le grand public sur cette vaste zone d'ombre qu'était encore la sexualité pour bien du monde. Et c'est ce qui nous vaudra, par exemple, en 1974, C'est quoi ça? Une émission qui serait en fait la première émission consacrée à la sexualité chez nous. On aura également droit, lors de l'émission La vie qu'on mène, à un spécial pornographie. Puis écoutez, on vient des vieux jugements de police. Ça bouge. Donc c'est cochon. Hein? Deux premières audacieuses qui n'iront pas de soi. Il faut en effet lire les commentaires adressés à Radio-Québec lors de la diffusion du spécial pornographie pour s'en convaincre, et qui nous prouve que si Radio-Québec, au départ, entendait être une station éducative, elle entendait l'être en collant réellement à l'ère du temps, et ce, même au prix de quelques controverses. Radio-Québec décidera de mettre à l'antenne, à l'automne de 1980, une série culturelle pour le moins audacieuse. Une série qui s'intitulait 9,5, qui avait été concoctée en collaboration avec les artisans du milieu culturel eux-mêmes et dont chaque émission autonome était placée sous le signe du happening, de la surprise, de l'amalgame d'univers culturels différents. Et c'est ainsi qu'on aura droit au choc de la rencontre entre, par exemple, Émile Nelligan et Lucien Francoeur, ou celui de la rencontre entre le grand public et le monde pour le moins hermétique de la peinture contemporaine. Et cette volonté d'être audacieuse ne quittera jamais Radio-Québec, qui va nous donner, au fil des années, des émissions comme, par exemple, Beaux et jeunes, où à chaque premier jour du mois, la télévision était carrément prise d'assaut par une trentaine de jeunes de 15 à 18 ans. On aura également Pignon sur rue, cette fascinante expérience de caméra-vérité où, pendant des mois, 7 jeunes devaient vivre sous l'œil pour le moins inquisiteur de la caméra. Moi, je mange pour 200$ peut-être par 2 semaines, 100$ par semaine, bien moins habituellement, mais 80 ou moins. Puis il y en a peut-être qui mangent pour 45$. Fait que comment savoir qui mange pourquoi? On a un frigidaire. On me dit, il faut que tu nous trouves un film porno.
parce qu'il y a une émission qui s'appelle La vie qu'on mène, c'est réalisé par Pierre Duceppe, qui va porter sur la pornographie. Et voilà, avant de vous dire ce que c'était ce film-là, est-ce que c'est pornographique? Il me semble que Radio-Québec va se faire saisir par la RCMP. Au bout de 30 secondes, ils sont revenus en studio. Les gens, tu sais, je veux dire, la chicane en studio, ceux qui étaient contre disaient « on s'en va, vous nous avez utilisé comme alibi », et ainsi de suite. Et le lendemain matin, Pierre Duceppe m'appelle, il dit « Écoute, la GRC est dans l'édifice, ils s'en viennent saisir les bandes. » Le lendemain matin, ça a fait, je veux dire, les choux gras des journaux, des lignes ouvertes, mais finalement, la GRC s'est rendu compte qu'il n'y avait pas sujet à faire de poursuite. L'approche, c'était une série sur la sexualité. On parlait de tout. Nous allons tenter de comprendre l'importance et la nécessité de la sexualité dans notre vie. Nous mettrons l'accent sur la psychologie de nos comportements et de nos attitudes sexuelles de notre enfance à la vieillesse. J'imagine pour des gens, si on regarde maintenant, oui, c'était audacieux. Mais on se sentait assez libre pour en parler ouvertement de tous les sujets. On ne se faisait pas de censure, on ne se posait pas des questions. On était 3 gars, pas très connus. On nous a fait confiance pour faire une émission qui était très hybride et qui ressemble à rien. C'était une émission comme d'affaires publiques, société, avec des contenus sérieux, mais en même temps des animations pas très sérieuses, un ton extrêmement baveux, tout ça. Donc, c'était vraiment de l'expérimental. Lorsqu'on reçoit un ministre puis qui arrive dans un motel miteux, il est tout de suite dans un état d'esprit qui est différent. Il s'assoit et il se demande qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui arrive au juste. Vous avez voté contre Chrétien qui vous a nommé. Oui. Parce que c'est une question. Il peut m'haïr, oui, mais il peut pas me mettre dehors du Sénat. C'est ça la beauté de l'affaire. Et c'est notre inquiétude aussi. Oui, mais de notre côté... Oui, mais parce qu'on a l'impression qu'il y a plein du monde au Sénat qui est assis sur leur steak à ne pas faire grand-chose. On a vraiment démoli une auto. C'était une auto GM pour protester un peu contre la fermeture des usines GM au Québec. Et on a appris par la suite que GM était un des commanditaires de l'émission. Donc, on s'est dit, c'est certain qu'on va avoir de la pression. Du tout, rien, pas un mot. C'est passé, ça a été diffusé, écouté sur aucun autre réseau. Et ça, c'est sûr et certain. On aurait pu avoir cette liberté-là. Par sa grande gueule, son franc-parler, en fait, Gérard D pourrait être le 3e franc-tireur, le 4e franc-tireur de façon symbolique. C'est important, une émission avec une marionnette, mais qui n'était pas une émission cucu, qui était une émission même assez cynique. Larry, pourquoi t'es couché sur la job de... Larry, qu'est-ce que t'as fixé comme ça? Larry! Non, bon, on peut plus se fier. Johnny, prends Larry, là, va le coucher à côté du petit gros qui n'a pas de tête. C'est clair que le propos de Gérard est pas dérangeant, mais il amène quelque chose, il amène une réflexion. Il jase avec le pape, qui devient un chroniqueur, puis qui est en plongée sous-marine à Venise avec son masque. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'attaque. On parlait pas contre la religion, mais on parlait avec JP2. Et ça a pu déranger des gens. Deuxième mot, sein, plus de sein. Il n'y a plus de sein. Plus d'air! Il n'y a plus d'air! Mais sors de là! Sors de là, Jean-Paul! Mais sors de là! Toi, puis tu avais parfaitement raison, tu voulais pas perdre le contrôle créatif des personnages. On demandait le contrôle si quelqu'un aurait écrit presque les textes, puis que Gérard aurait fait de la petite promo. C'est comme quand tu es caricaturiste dans un magazine, puis qu'on te demande toujours de faire la caricature avec le magazine en disant « Regardez comme c'est joli. C'est pas ça du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est cette information-là qui est sortie d'un journal à un moment donné et qui a fait que ça a fait boule de neige. Pleine page. Gérard D menace de quitter Télé-Québec. 2 heures plus tard, ligne ouverte assez cassée. Suzanne Lévesque interroge Serge Chapelot. Allez-vous rester à Télé-Québec? À l'Assemblée nationale, les députés réagissent. Parce que Gérard D Lévesque, c'est à peu près la même chose. Mon patron m'appelle. C'est le temps que ça disparaisse à l'écran. Tout Outremont est content, mais dans l'est de Montréal, on s'inquiète de la disparition de Gérard D. C'est une broche à foin que c'est ça, encore, ce téléphone. Aïe, aïe, oui. Allô, boss. Oh, bravo, encore une fois. Hein. Puis si vous cherchez quelqu'un pour le remplacer, hein? Hein? Mais méfiez de la gang de Tibor. Ils ont une bombe à retardement en dessous de la chaise, puis elle saute 10 secondes après qu'on a répondu au téléphone. Ben, ça fait 8, 9, puis 10. Ben, vous voyez bien que ça marche pas, ce gizmo-là, cette affaire. Je me souviens d'avoir été appuyé beaucoup. Il y avait eu une manifestation spontanée. Ils sont venus devant Radio-Québec avec des affiches. Gérard. Tu fais comme, my God. Journal de Montréal, journal populaire, si on peut le dire. Première page, Gérard à la poubelle. Ça montrait à quel point le personnage avait un impact puis était populaire. Mais la gloire, le star system, les lancinants tous les soirs, les interviews, les Véroniques, tout ça lui ont enflé la tête. C'est
simplement plate qu'une émission qui fonctionne très bien puis qui est un succès, même il avait fait des focus groups puis ça disait gardez-le, c'est excellent, perdre sa job. C'est triste. C'est tout. Je regarde en haut. Qu'est-ce que je vois? Des Gérards, toujours. Un pays, que dis-je, une planète plein de Gérards. Ne t'en fais pas, Gérard, car le Seigneur a dit, bienheureux les Gérards, pas de job, car les chèques de chômage sont pour eux. Amen. Si vous lâchez le satellite, vous pouvez... On a fait jusqu'à la fin de notre job et la dernière minute de Gérard, quand il quitte le studio, écoute, je pense qu'on a versé une larme. Oui. Excusez, non. Je veux pas y aller, excusez-moi. Je le ferai plus. Je le ferai plus jamais. Je vais parler pour en pasteur. J'aime ça, téléservice, j'aime Nadeau. J'embrasse tes pieds, Jeannette. Les boss, s'il vous plaît, excusez-moi. Gérard, fais un homme à 3 manteaux de toi. Et qu'est-ce que tu vas faire autant de minutes à 10h30? On excusez pas tout le monde. Excusez-moi, les boss. Excusez. Au Québec. Gardez-moi, je ne pas. Et ce qui est étonnant, c'est à cause du propos de Gérard, qui est absolument pas un propos négatif, c'est un propos très comique, réaliste, straight, c'est une critique, hein? C'est une critique sociale. Aucune autre chaîne s'est approchée en disant « venez-vous-en ». Non. Personne. On touche pas à ça parce qu'on veut pas avoir de trouble. Quel trouble? Avoir des codes d'écoute, c'est une maladie, ça. Mais je l'aime encore. Gérard, je t'aime. C'est effrayant ce qu'ils t'ont fait. Je t'aime. Je t'adore, Gérard. Après la FLAC, la direction avait l'idée d'utiliser encore des marionnettes comme véhicule. Alors, on a créé des marionnettes. Et à un moment donné, on a fait rentrer des scénaristes pour avoir des textes. Alors, on a engagé 12 à qui on a payé chacun un texte. Et on s'est ramassé avec 3 gars de Rock et des Oreilles et Bernard Dansereau. 18h57, voici les marionnettes. À partir du moment où tu arrives avec une marionnette, l'année suivante de la FLAC, tu pars pas à 0, tu es à -10, tu sais. Et avant que la sympathie s'installe pour ton personnage, ça prend un certain temps. Monsieur le réalisateur, pitié! Je suis trop jeune pour mourir et foirer! J'ai obligé les gens de la promotion d'acheter de l'espace dans le Devoir. Et on voyait Guillaume Lepage, qui avait gagné une pizza en choix all dress, en tout cas. Les codes d'écoute ont monté. Sauf que le directeur des programmes du temps, qui se rappelait Chapelot, et ce qui est arrivé avec la FLAC, est venu nous voir et a dit « Vous négocierez pas par les journaux ». Puis on s'est fait flusher. Normand est arrivé avec, d'abord, ses stepettes. Normand est arrivé avec son rythme à lui, la musique noire, la musique ethnique. À l'époque, le Québec n'était pas extrêmement ouvert sur la world music. Et on entendait de la musique, vraiment la musique noire, la musique funky, du jazz et tout ça. La musique qu'on n'avait pas l'habitude de retrouver dans un show de variété à la télévision. Donc, ça aussi, ça a été extrêmement important pour le Québec, je crois. Il y avait un humour aussi. On a eu les débuts de Mario Jean. C'est pour ça que j'ai décidé de passer ma run de bicycle habillé en imitateur d'Elvis. C'est beau, hein? Oui. Les débuts de plein de chanteurs et musiciens. Il y avait une effervescence incroyable de musique à Montréal, dans les bars, des festivals, les gens qui venaient. Et il n'y avait pas d'endroit. La télévision s'était réservée justement aux vedettes de la chanson qui venaient faire leur chanson. Télé-Québec a permis de faire beaucoup de découvertes à beau et chaud. Je pense qu'en télévision québécoise, dans la variété, ça a été une des émissions les plus innovatrices. Avec les buts hautement éducatifs et culturels qui avaient présidé à sa fondation en 1968, il n'était évidemment pas question au départ que Radio-Québec n'accorde ne fût-ce qu'une toute petite place à la publicité. Malheureusement, au fil des années, les coûts ne cessant de grimper et les subventions de fondre, il faudra que Radio-Québec revoie ses positions. Et c'est ainsi que, timidement d'abord, à partir de 1980, on verra apparaître sur les ondes de Radio-Québec ce que l'on va appeler, on a le goût de dire pudiquement, de la publicité de prestige, soit une simple mention du nom de la compagnie qui acceptait d'investir dans telle ou telle émission.
Mais les coûts ne cessant de grimper et les subventions de fondre, en 1984, le président de Radio-Québec, Jacques Girard, décide de vraiment prendre le taureau par les cornes, lui qui dira qu'à moins de faire une place à la publicité, eh bien, Radio-Québec ne pourrait survivre. Une déclaration qui va déclencher un tollé dans les journaux et qui va forcer M. Girard à préciser sa pensée. Bien sûr, pas question que Radio-Québec fasse de la publicité comme partout ailleurs. Non. On pourrait prendre de la publicité de bon goût, par exemple, qui durerait de toute façon moins longtemps qu'ailleurs, qu'on pourrait placer en bloc au début ou à la fin des émissions, ou à certains moments choisis de la programmation, etc., etc., etc. Personne n'ayant vraiment d'autres solutions, il faudra que tout le monde se résigne. Et c'est ainsi qu'après l'autorisation du CRTC, la publicité conventionnelle va faire son entrée sur les ondes de Radio-Québec en 1985. Entre 1974 et 1976, tout le monde voulait